Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. Alors que le contexte international est plus que tendu, l'armée française vient de présenter de nouveaux blindés. Dans ce journal, un officier du programme de réarmement Scorpion nous expliquera ce qui va changer dans le fonctionnement de notre armée. Après une très forte croissance, le marché des voitures électriques connaît une baisse en 2024. Notre partenaire LM TVSART a voulu savoir pourquoi ce marché, qui était en vogue, connaît un coup d'arrêt. Réponse dans cette édition. Qui n'a pas connu un délai d'attente considérable aux urgences à l'hôpital. Dans ce journal également, vous découvrirez un centre médical de soins immédiats dans l'Aube. Et puis en fin d'édition, nous découvrirons le Mountain Kart, cette nouvelle activité proposée par la station de l'Alpe d'Huez qui a su attirer de très nombreux vacanciers, détente et fun. Mais c'est à la fin de ce journal. Je vous le disais dans les titres, l'armée française est en constante mutation. Depuis 2014, le programme d'armement Scorpion modernise les moyens de combat. L'armée de terre a récemment présenté 4 nouveaux blindés, alors que le contexte international, vous le savez, est de plus en plus tendu. L'arrivée de ces nouveaux engins ne doit pas changer notre modèle d'armée. Écoutons un officier du programme Scorpion au micro de notre partenaire, la Provence. Bien sûr que ce qui est en train de se passer est peut-être un virage stratégique, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'on va révolutionner tout, parce que notre armée elle est cohérente et notre modèle d'armée est cohérent. Il faudra peut-être faire des efforts particuliers, bien sûr, pour s'adapter à tel type ou tel type de situation. Je vous le disais dans les titres, le marché des voitures électriques freine ces derniers mois. Les ventes ont reculé en 2024. Pour quelles raisons? C'est ce qu'a voulu comprendre notre partenaire LM TVSART lors du salon de l'automobile au Mans. Reportage de Laure Girard. Les voitures électriques se vendent moins en ce moment. Raison principale, l'autonomie. Ça pose des problèmes sur les déplacements à longue distance. On est en France encore en manque de bornes. Par contre, l'électrique, il est parfait, et je le trouve parfait, moi, sur du journalier. Des trajets de 50 à 100 km, ou quand vous rentrez chez vous le soir, vous chargez votre voiture, le lendemain matin, vous pouvez repartir. Beaucoup de visiteurs du salon de l'auto au Mans envisagent plutôt d'acquérir un modèle hybride. Ce vendeur multimarque bien connu en Sarthe le confirme. L'hybride, c'est le bon compromis entre l'électrique et le thermique, justement, où on peut combiner les avantages de l'électrique et du thermique en même temps. Sur le marché du neuf, l'entrée de gamme pour ce modèle français de Citroën démarre à 15 000 €. Mais les tarifs peuvent monter très vite. 23 000 € par exemple pour une Toyota familiale, voire beaucoup plus pour les marques multi-gadgets. Là par exemple, s'il y a quelqu'un qui est garé assez proche, on peut avancer le véhicule pour monter dedans. Les modèles de cette marque chinoise, Xpeng, viennent d'être importés en Sarthe il y a quelques jours à peine. Le concessionnaire mise sur le haut de gamme et sur une autonomie de plus de 500 km à partir de 43 000 €. Souvent, on n'a même pas besoin de faire découvrir le produit. Les personnes s'intéressent maintenant avec les réseaux, connaissent déjà le produit et viennent directement en concession pour les commander. Enfin, il y a le contexte géopolitique qui fait chuter les ventes de Tesla en ce moment, avec son patron Elon Musk très polémique. L'actualité n'est pas très bonne. Mais l'électrique, de manière générale, ça peut vous intéresser, monsieur, vous, l'électrique? Oui, c'est une belle voiture, il n'y a pas de problème. La marque reste leader du marché français, devant Renault. L'émotion est grande ces dernières semaines en Corse après le meurtre de Chloé, une jeune fille de 18 ans. Partout sur l'île, des mouvements de soutien se sont créés et une manifestation anti-mafia a été organisée à Ajaccio. Écoutons les revendications de l'un des collectifs organisateurs de l'événement au micro de Télépaysé sur place. Assassins, mafieux, on n'en veut plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une mafia militaire, une bourgeoisie mafieuse, ensemble constituent la mafia qui aujourd'hui aspire à avoir le pouvoir en Corse. Cette manifestation, elle s'adresse d'abord aux autorités étatiques qui ont quand même le pouvoir de la police, de la justice. Elle s'adresse aussi aux élus qui ont le pouvoir aussi de bloquer certaines infiltrations, certaines imprégnations mafieuses à travers les responsabilités qu'ils ont, par exemple, à la collectivité territoriale ou même dans les mairies, à condition de ne pas avoir peur et de prendre ses responsabilités.
En cette saison de ski, les cabinets médicaux de montagne sont très sollicités. Des centaines de personnes y sont prises en charge chaque jour. Cependant, une nouvelle convention sur les actes médicaux vient bouleverser leurs activités. Explication avec notre partenaire 8 Mont-Blanc, Fanny Savard. Il est 16h20, les pisteurs secouristes amènent une skieuse blessée. Comme elle, 10 000 patients sont pris en charge chaque année par le centre médical d'Avoria. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes ou encore manipulateurs radio. Au total, une vingtaine de professionnels de santé assurent la permanence des soins 7 jours sur 7 grâce à du matériel performant. Mais depuis le 1er janvier 2025, le quotidien des médecins de montagne a été bouleversé par une toute nouvelle convention sur les actes médicaux. Parmi les éléments qui coincent aux yeux des professionnels, la suppression de la majoration des actes le dimanche et les jours fériés quand il y a plus d'un médecin d'inscrit sur le planning. Nous, l'activité le dimanche, elle est la même qu'un autre jour de la semaine et on a besoin pour prendre en charge tous les actes qu'on peut faire sur une journée, que ce soit de médecine ou de traumatologie, de plusieurs médecins. Jusqu'à 4 pour l'exemple de notre cabinet médical. Qui voit une centaine, voire 120 patients par jour, tous les jours de la semaine. Autre aberration dénoncée par les médecins de montagne, l'appel préalable au centre 15, suivi d'un passage aux urgences pour tout acte d'urgence qui pourrait pourtant être réalisé directement sur place. L'association des médecins de montagne s'est mobilisée en sollicitant différents acteurs comme les mairies, les caisses de sécurité sociale, les ARS ou encore le SAMU. D'autres élus se sont saisis de l'affaire, comme la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël, lors d'une question orale destinée au ministre de la Santé. Ces cas de traumatologie sont souvent graves et nécessitent une réactivité, une technicité qui se passerait d'obstacles administratifs et financiers. Pour l'heure, les médecins ont obtenu un accord tacite des directeurs de caisse pour continuer à appliquer les critères antérieurs à la Convention. Chaque année, on compte entre 120 et 140 000 accidents en station, dont une grande partie est prise en charge par les cabinets de montagne. Depuis plusieurs semaines, les supermarchés font face à une pénurie d'œufs. Cela impacte directement ces établissements et leurs clients. Alors pourquoi cette pénurie? C'est aussi le cas, vous allez le voir en Martinique, les explications de Via ATV sur place. Dans cette grande surface, les trous dans le rayon des œufs ne passent pas inaperçus auprès des clients. Je vois que le choix est restreint en tout cas. J'ai constaté qu'il y avait moins d'œufs dans les grandes surfaces la semaine dernière. Avec 150 plaquettes de 4 ou 6 œufs en stock, ce magasin n'est plus livré comme prévu. Normalement, nous sommes livrés tous les jeudis. D'accord ? Et là, depuis plus de 3 semaines, nous n'avons pas d'œufs. Donc on se fait dépanner par les œufs du Monde Capot, mais ce n'est pas tout le temps. Ici, dans cette boulangerie, l'utilisation des œufs est indispensable dans de nombreuses recettes, comme dans les gâteaux locaux. Les 4K, les Go Gâteaux, les Robinson, on va gérer le stock, on va réduire juste la quantité qu'il fallait faire. Cette pénurie d'œufs serait due à la perte accidentelle de 16 000 poules à la ferme au grain en 2024. Autre raison de l'absence des œufs dans les rayons, des vides sanitaires réalisés pratiquement à la même période au sein des 2 plus gros producteurs d'œufs en Martinique. Tout autre chose maintenant, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, une commémoration aura lieu en mémoire des victimes. Pour l'occasion, un mémorial va voir le jour à Paris et c'est du granit breton qui a été choisi pour la construction. TVR s'est rendu en Ille-et-Vilaine, dans la carrière où ont été extraits les blocs de granit. Regardez. C'est à 70 mètres de profondeur que les blocs de granit destinés au mémorial des attentats de Paris ont été extraits de cette carrière de Lan-et-Lin. Pour le Bataclan, c'était vraiment des blocs de taille extraordinaire, c'est-à-dire des blocs qui faisaient jusqu'à 4 mètres, voire 5 mètres, et des blocs jusqu'à 40 tonnes. Donc c'est vraiment hors du commun parce qu'on a eu à faire pour ce projet-là. Cette commande de granit bleu de Lan-et-Lin et sa couleur sombre, unique au monde, a été pour les 30 employés une course contre la montre, lancée en juillet 2024. C'est vrai qu'on a réussi à les finir en temps et en heure. Donc pour nous maintenant, c'est de voir comment c'est là-bas à Paris. Ce projet hors norme a la symbolique particulière à souder les équipes. On était même très solidaires en équipe pour travailler sur ce projet parce que c'était vraiment une grosse émotion de voir un projet énorme. Ainsi, 2400 tonnes de blocs de granit ont été remontés, nettoyés et dûment sélectionnés. Il fallait chercher vraiment les blocs dans la carrière, il fallait surtout pas de veine.
et puis une couleur uniforme, quoi. Pesant 40 tonnes à lui tout seul, ce bloc numéro 44, c'est le dernier extrait de la carrière prête à partir à la transformation. Il a, comme les autres, été sélectionné pour être aisément découpé et taillé aux dimensions voulues par l'architecte du jardin mémoriel des attentats de Paris de novembre 2015. C'est un fléau inquiétant et qui ne cesse de croître. La prostitution des mineurs prend de l'ampleur partout en France. Dans l'Hérault, par exemple, l'association de l'Amicale du Nid accompagne chaque année des centaines de jeunes femmes pour sortir de l'emprise des proxénètes. Sur place à Montpellier, via Occitanie. Une première approche sur les réseaux sociaux comme Snapchat, argent facile à faire. La fin est malheureusement souvent la même pour ces jeunes femmes, parfois âgées de moins de 18 ans, manipulées par des proxénètes peu scrupuleux. Une inscription forcée par chantage, menace sur des sites de prostitution où elles sont notées, référencées comme de la marchandise. 320 situations de ce genre ont été remontées en 5 ans au service des mineurs de l'Amicale du Nid de Montpellier, venant en aide aux victimes souhaitant sortir de cet engrenage. Le principe de l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est que les proxénètes identifient les victimes les plus fragiles, donc celles qui ont déjà subi des violences sexuelles. Ils vont les rechercher là où elles sont, dans certains foyers, parfois à la rue, parfois dans même l'éducation nationale. Ils ont des stratégies de contrainte qui sont assez importantes aussi, des viols collectifs parfois. Un fléau qui touche en grande majorité les filles. 30% d'entre elles ont même moins de 15 ans. Les sortir de l'impasse n'est jamais simple. L'an dernier, les maraudes numériques du Nid visant à entrer en contact avec ces personnes pour déconstruire l'emprise du proxénète ont cherché à joindre 709 jeunes. Seuls 58 ont répondu. Au début, on allait avec notre mot prostitution et on se prenait des portes. Elles nous disaient non mais moi je suis pas une pute, hein, ça va, etc. Ok. À partir du moment où on leur dit, voilà, on travaille avec des jeunes qui ont vécu des violences sexuelles. Ah ben j'en ai vécu. Est-ce que tu veux m'en parler? Parce que peut-être ça t'envahit, peut-être tu fais des cauchemars. C'est ça, travailler sur l'emprise, c'est faire nommer avec les jeunes exactement le déroulé un peu de cette rencontre, etc. Et souvent, d'elles-mêmes, elles se disent, ah, mais je me suis fait avoir là. Grâce à ces signalements ou au travail réalisé sur Internet par les salariés du service, 51 mineurs ont pu être accompagnés par l'Amicale du Nid l'an dernier. Au vu de l'ampleur du phénomène, masqué par la peur et le silence des victimes, la tâche à accomplir reste immense. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un tel constat quant à la prostitution de mineurs dans le département. Le chiffre que je vous ai donné, de 300 à 400, c'est des personnes qui sont aidées, donc c'est la face émergée de l'iceberg. Des personnes qui ont aussi du mal à porter plainte. L'an dernier, l'association a accompagné 7 jeunes dans l'engagement de poursuites judiciaires. Certains la présentent comme la plus belle fonderie d'Europe. Hachette et Drioux, c'est son nom, qui était en redressement judiciaire depuis la fin de l'année, vient tout juste de trouver un repreneur. Un nouveau départ pour les employés, mais surtout pour le savoir-faire haut-marnais. Reportage de Clémentine Coppola pour Puissance Télévisions. L'État a décidé d'en faire un exemple de reconversion industrielle. Installés depuis plus de 150 ans sur le territoire, les aciéries Hachette et Drioux sont emblématiques du savoir-faire industriel haut-marnais. Aujourd'hui, leur nom change un peu. Elles deviennent les fonderies Hachette et Drioux et appartiennent au groupe ACI qui vient de racheter l'entreprise. Un soulagement pour la direction et les salariés qui sortent d'une période de redressement judiciaire lancée le 3 décembre 2024. C'est une vraie fierté de retrouver un actionnaire industriel français qui va nous permettre de nous redynamiser, d'avoir accès à des marchés sur lesquels on veut se développer. Ça va être les domaines du ferroviaire, les domaines du nucléaire, les domaines de la défense, pétrochimie et éolien flottant. Donc c'est vraiment les marchés porteurs et les marchés de demain où on veut vraiment chercher à se développer, bien sûr en gardant nos clients historiques dans le mining et dans tout ce qui est énergie. Le savoir-faire historique sera préservé, ainsi que les 270 emplois. C'est une des plus belles fonderies d'Europe, et également parce qu'il y a 272 familles qui sont derrière. Donc on a eu une seule obsession, c'est sauver l'emploi. Pour ACI Group, le repreneur, cette fonderie est stratégique. La capacité de production de l'entreprise est de 11 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on a des besoins sur cette filière, nous on les connaît, donc on a une capacité d'attractivité et d'investissement qui fera que ça sera une fonderie d'avenir. La sidérurgie fait partie intégrante de l'histoire et de l'actualité industrielle de la Haute-Marne. C'est un savoir-faire, presque un ADN. Alors quand une entreprise est en difficulté, tous les acteurs du territoire s'associent. La Haute-Marne n'est pas en déclin. La Haute-Marne en fait fait œuvre de résilience. Et aujourd'hui, effectivement, sur l'industrie, on traverse une période qui n'est pas simple. Aujourd'hui, pas de perspective. On voit bien que le marché est en train de bouger. Mais je garde la foi, parce qu'encore une fois, ce sont des hommes et des femmes qui
qui connaissent ce métier-là, qui font la Haute-Marne et ils sauront s'adapter. Hachette-Driou entame donc une nouvelle page de son histoire avec l'ambition de redevenir un acteur incontournable de l'industrie française. Entre héritage et modernisation, la fonderie haut-marnaise mise sur son savoir-faire pour se réinventer. Qui n'a pas fait l'expérience d'une attente insupportable aux urgences à l'hôpital? Pour remédier à ce problème, le centre médical de soins immédiats prend le relais. Alors quel est son fonctionnement? C'est ce que nous allons découvrir avec Canal 32 dans l'Aube. Regardez. Imaginé par des professionnels de santé, le centre médical de soins immédiats, CMSI, accueille les patients orientés par le centre 15 ou un médecin traitant ou présentant des urgences non vitales, sans rendez-vous. Il repose sur le principe des soins non programmés. Vous vous tordez la cheville, vous pouvez venir consulter ici. Si vous vous coupez en faisant du bricolage, vous pouvez venir ici. Si vous bloquez le dos en déménageant votre appartement, vous pouvez venir ici. C'est toutes les pathologies urgentes non vitales. L'intérêt, c'est d'avoir que 6 box pour rester à taille humaine et qu'on soit continuellement agréable avec nos patients et que les soignants s'y retrouvent aussi dans la qualité patient. Ce centre vient compléter l'offre existante de l'établissement Aubois de soins immédiats, ouvert en octobre 2018. Avec une augmentation annuelle de la fréquentation de 10%, cet établissement a atteint un niveau de saturation, prenant en charge 25 000 patients l'année dernière. Le CMSI vise à décongestionner cette structure. En fait, ça augmente l'offre de soins du département pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Selon ces professionnels de santé, cette structure légère assouplit la prise en charge des patients avec des moyens adaptés. Depuis 3 mois, les médecins du CMSI ont entamé un bras de fer avec le Conseil de l'Ordre des infirmiers pour faire valider certains recrutements. Ils estiment que ce blocage pourrait compromettre la pérennité du centre. Les infirmières libérales qui travaillent dans ce centre n'ont pas une activité classique. La pérennité n'est pas du tout assurée parce que le Conseil de l'Ordre des infirmiers aujourd'hui nous bloque pour des raisons statutaires. La demande de faire sauter ce verrou législatif a été transmise au ministre de la Santé. Malgré ces difficultés, le CMSI a ouvert ses portes avec une équipe composée de 5 médecins et d'une infirmière. Pour recréer du lien social et redynamiser nos villages, les députés ont adopté ce 10 mars dernier une proposition de loi visant à simplifier l'installation des bistrots dans les communes de moins de 3500 habitants. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendue dans 2 villages de Gironde, aux réalités, vous allez le voir, bien différentes. Tristan Lambert. Pandora, petit village de 450 habitants près de Langon, une école, un pont, mais plus de bars ni de restaurants depuis une dizaine d'années. Il serait bien pour la commune qu'il y ait un espace où on puisse se poser un petit peu, boire un café, une limonade, voir l'apéritif. Les personnes qui demandent souvent l'installation de ce type de commerce, il faut qu'après ils les fréquentent, c'est pas souvent le cas. Des difficultés à faire vivre un commerce, mais aussi pour l'ouvrir. L'obtention de la licence 4, nécessaire pour vendre de l'alcool, s'avère parfois difficile. Pour y remédier, le député Guillaume Casparian propose une dérogation simplifiant les démarches. Une proposition de loi qui aurait de quoi redynamiser certaines petites communes. Pouvoir donner la chance à beaucoup de villages de pouvoir revivre. Et puis nous, on a eu la chance que la mairie était propriétaire de la licence 4. On a eu beaucoup plus de facilité aussi pour s'installer. Installé depuis novembre, c'est à Saint-Vivien-de-Montségur que ce couple a ouvert son restaurant suite à une annonce de SOS Village. Et selon le maire, ce type d'établissement est nécessaire pour redonner de la vie à tout un territoire. Que ce soit les bars, les restaurants, ça permet d'avoir un lien social. Voilà, c'est important pour nos petites communes qui sont désertées de plus en plus. Voilà, il faut le dire. Dans les zones rurales, les cafés-restaurants se font de plus en plus rares. En 1960, on en comptait 160 000 contre seulement 40 000 aujourd'hui, soit une baisse de 75%. Toujours en matière de ruralité, connaissez-vous Village d'avenir? Ce dispositif, mis en place par le gouvernement, vise à soutenir les petites communes en matière d'habitat, d'urbanisme ou encore de petits commerces. De passage dans les Vosges, la ministre déléguée chargée de la ruralité, justement, Françoise Gatel, a annoncé le prolongement de ce dispositif jusqu'en 2027. Écoutons la membre du gouvernement au micro de Vosges TV sur place. Nous avons sauvé ce programme qui connaît un grand succès. Quand je dis succès, c'est qu'on a des résultats assez remarquables, puisqu'on a plus de 4200 projets qui ont été accompagnés. Et c'est pour les habitants, tous ces projets. Ça peut être une école, une épicerie associative, que sais-je.
Cette semaine, c'était Vadim Omelchenko qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ambassadeur d'Ukraine en France a commenté les récentes avancées des pourparlers pour mettre fin à la guerre. Écoutons l'ambassadeur d'Ukraine. Les Américains ont été très gourmands, Donald Trump principalement, comme représentant des États-Unis. Il est un petit peu revenu sur ses exigences en matière de terres rares. Ce que disait Donald Trump au départ, c'était « Nous allons signer un accord avec vous, l'Ukraine, et nous allons nous installer des sociétés américaines et exploiter vos terres rares. » C'est pas lui, c'était la nôtre proposition. Ouais. Et pour l'Europe et pour les États-Unis aussi. Mais on considère ça comme possibilité de investir dans notre économie. Votre économie. Bien sûr, et aussi pour garantir de la sécurité. Est-ce que vous pourriez imaginer, durant les mois et les années qui viennent, s'il y a un accord de paix, reprendre des échanges commerciaux, que ce soit sur du pétrole ou sur des produits agricoles, avec la Russie? Même si elle est toujours la Russie de Vladimir Poutine. Jamais. Jamais. Direction la Moselle maintenant, où des commerçants ont décidé de miser sur la confiance. Un boulanger et une fleuriste vendent leurs produits en libre service et les clients n'ont plus qu'à se servir et payer sans passer par la caisse. Est-ce une solution d'avenir? Reportage de Moselle TV sur place. Désormais, plus besoin de faire la queue dans cette boulangerie de Forbach. Ici, certains produits comme ces baguettes et croissants sont en libre service. Il y a souvent une forte attente et des gens donc, qui n'ont pas le temps, qui ne venaient plus acheter leurs baguettes chez nous. Pour que les gens puissent gagner du temps, quelqu'un qui est pressé vient, n'a pas besoin de faire la queue, puis acheter sa baguette, son croissant et repartir. Le principe est simple, chacun prend ce dont il a besoin et dépose l'argent dans une tirelire prévue à cet effet. Un dispositif loin d'être ancré dans les mœurs, mais qui pourrait bien faire son chemin. Je viens d'apprendre. Et qu'est-ce que vous pensez du principe? Ça peut être pas mal pour ceux qui en ont besoin. Oui, c'est plus rapide parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient ici. À Faré-Bersviller, chez cette fleuriste, le concept existe depuis plus d'1 an. Quand elle s'absente, les clients peuvent acheter ses bouquets en toute liberté, à condition qu'ils possèdent un smartphone. Ils scannent le code et ils mettent le montant qui est justement sur la composition ou le bouquet. Pas de caisse ni de contrôle, un pari audacieux où tout repose sur l'honnêteté des clients. Même si on vit dans un monde où c'est pas évident de donner sa confiance, moi j'ai fait ce pari-là parce que bon, déjà on est dans un village, généralement je connais bien mes clients et donc je fais confiance et voilà, c'est le principe du commerce de proximité. En misant sur l'honnêteté de leurs clients, cette fleuriste et ce boulanger parviennent à développer leur activité, un modèle de libre service basé sur la confiance qui séduira peut-être d'autres commerçants. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde de tennis. Il est 22e mondial et pourtant, vous ne le connaissez pas. À 85 ans, Roger enchaîne les titres dans la catégorie senior et prouve que l'âge ne doit pas être un frein. TBO et TB Sud, les chaînes du Télégramme, ont rencontré ce champion tout à fait hors norme. Regardez. Ça, c'est championnat du monde. Alors voilà, championnat de France. Des médailles, Roger ne sait plus quoi en faire. L'octogénaire a pourtant commencé tard le tennis. J'ai commencé à 53 ans. Je suis Roger Nicolas, 22e mondial en plus de 85 ans. Quand je suis arrivé à Crozon, j'ai battu des gens qui ont dit qu'ils allaient arrêter le tennis. Il y en a 2 ou 3 qui ont arrêté le tennis, dégoûtés. Ils se demandaient comment c'était possible à 85 ans de courir comme ça. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vétérans ici, quoi. Je suis le seul vétéran. Il y a des vétérans, mais ils ne veulent pas jouer, quoi. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de... Ils ne veulent pas... Ils savent qu'ils ne gagneront pas, quoi. Malgré ses 85 ans, Roger s'entraîne 3 fois par semaine, une rigueur lui permettant de jouer au plus haut niveau. J'étais dans l'équipe de France des 80, mais pas 85 puisqu'il n'y en a pas. Je me bats pour ça, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire de 85. Alors qu'on est assez nombreux, puisqu'il y a des pays comme l'Australie, les États-Unis, même les Japonais qui jouent au tennis, qui ont des catégories 85 et 90. Sa raquette, le secret de sa longévité selon Roger. Si je ne faisais pas de tennis, je serais déjà mort, quoi. J'aimerais bien mourir sur un terrain de tennis. C'est super, plutôt que de mourir dans un lit. Et puis finissons ce journal avec une dose de sensations fortes. L'Alpe d'Huez a proposé cette année une nouvelle activité à ses vacanciers, le Mountain Kart. Mais alors comment fonctionne ce kart des neiges? Télé Grenoble vous le fait essayer, regardez. Cette année, une toute nouvelle activité fait son apparition sur les pistes, le Mountain Kart.
Ce concept inédit à l'Alpe d'Huez promet de faire monter l'adrénaline. C'est comme un petit siège avec 2 grosses roues derrière, un petit ski devant, et puis on a un petit guidon comme un vélo avec des freins à disque. Vous allez voir, dès que vous allez freiner, vous allez perdre un peu le contrôle, ça va drifter, ça va déraper, mais c'est assez marrant si vous n'allez pas trop vite. Ça reste rigolo. Pour vous orienter, vous avez le guidon. Je trouve que ça va être pas mal de pousser finalement avec le pied extérieur voilà, pour aider à tourner. C'est quoi un peu la différence entre le mountain kart et la luge? Je pense que le mountain kart c'est quand même plus précis avec le guidon. On a aussi 2 petits étriers qui aident beaucoup à se diriger. Alors que la luge finalement c'est qu'avec les freins qu'on peut s'orienter. Les riders s'apprêtent à dévaler la piste. Les premiers mètres sont prudents, mais très vite, les pilotes gagnent en confiance et enchaînent les virages. Alors c'était cool. Ah c'est génial. Ça ressemble un peu comme si on était avec les skis aux pieds et puis qu'on faisait des bonnes descentes, mais sauf que là il faut maîtriser un peu les virages. Rendez-vous sous les télécabines des Jeux pour une piste spécialement dédiée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.